Bonsoir et bienvenue dans le 20h de la TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, situation tendue à Touba. Selon les autorités médicales, on va vers la multiplication des centres de prise en charge. Les deux centres de traitement sont au bord de la saturation. L'hôpital Matlaboul Fawzeyni va prendre le relais vu la vitesse de propagation du virus dans la ville. Une centaine de lits prévus dans ce troisième centre en construction. 59 Covid+ se sont enregistrés aujourd'hui au Sénégal. Le coronavirus, vecteur du développement de l'e-commerce. La pandémie favorise vente à distance et vente en ligne. Un bel atout pour faire ses emplettes à distance. Les acteurs de l'e-commerce se frottent les mains. Le corona a du bon. Mais d'abord, le point sur la situation épidémiologique du jour. 19 personnes sont guéries et sorties des centres de traitement, là où 59 Covid+ prennent le chemin inverse. Sur 800 tests réalisés, 59 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,37%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 51 contacts suivis par nos services. 8 cas issus de la transmission communautaire et répartis dans les endroits ci-après. Padoua 1, Touba 1 et Thiès 6. 19 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Au centre de traitement de Dalal Jamm, 12 guéris. Diamniadio, 4 guéris, Fan, 1 guéri, Kolda, 1 guéri et Saint-Louis, 1 guéri. 2 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fan et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. La situation est alarmante à Touba. Les deux centres de traitement sont au bord de la saturation. Devant l'afflux de contaminés, l'on s'achemine vers l'ouverture d'un troisième centre de traitement selon les autorités médicales. On a enregistré des cas communautaires au niveau du district sanitaire de Thiès, mais il s'agit de 2 cas communautaires. C'est un octogénaire de 85 ans qui réside dans la zone rurale. Actuellement, dans les chantiers de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni, il y a la construction d'un bâtiment, d'un immeuble R+5 financé par le Fonds 6 et qui doit contribuer à vraiment renforcer le plateau technique de cet hôpital parce que les services comme la réanimation, le bloc opératoire, le service de chirurgie, la maternité devaient être délocalisés au niveau de ce bâtiment R+5. Donc ce bâtiment est en construction. Et les travaux devraient finir d'ici la fin de l'année 2020. Mais compte tenu de la situation qui prévaut actuellement au Sénégal et plus particulièrement à Touba, les autorités ont pensé qu'il faut multiplier les centres de prise en charge. Aujourd'hui, nous avons le centre de Darou Marnane qui a été le premier centre. Secondairement, depuis la semaine dernière, il y a un deuxième centre qui a été ouvert. Mais compte tenu de l'évolution de l'épidémie, il ne faut pas exclure le fait qu'on puisse disposer d'un troisième centre de prise en charge. Et là, ils ont dit que le bâtiment R+5 peut être rapidement aménagé au niveau du rez-de-chaussée, du premier et du deuxième niveau, pour qu'on puisse installer une centaine de lits. Et la situation maintenant à Thiès, selon le médecin-chef du district sanitaire de Thiès, il s'agit de 2 cas communautaires, 5 cas contacts et non 6 comme annoncé par le ministère de la Santé ce matin. Les précisions du médecin-chef Moustapha Faye avec notre équipe à Thiès. On a enregistré des cas communautaires au niveau du district sanitaire de Thiès, mais il s'agit de 2 cas communautaires. C'est un octogénaire de 85 ans qui réside dans la zone rurale de Tasset et qui a été reçu en consultation au poste de santé de Tasset. Le deuxième cas est un cas communautaire au niveau de la ville de Thiès, plus précisément dans le quartier Tchali. Donc il y a eu aussi des cas contacts positifs au nombre de 5. Donc nous avons enregistré hier 7 cas positifs, dont 2 cas communautaires et 5 contacts. 7 personnes ont été dépistées positives hier, dont 2 cas communautaires et 5 contacts.
Le total de cas positifs depuis le début de la pandémie, nous sommes autour de 22 et les 9 sont guéris et le reste est en hospitalisation. Nous demandons à la population de redoubler de vigilance, de respecter les mesures barrières, de porter le masque, de respecter la distanciation sociale, de respecter l'hygiène des mains, parce qu'il y a une circulation du virus dans la communauté, dans la ville de Thiès, ça c'est évident. Actuellement, nous avons plusieurs contacts que nous suivons et qui sont confinés dans les différents hôtels de la place. Du matériel de protection pour le personnel de santé dans tout le pays, un lot d'équipements d'une valeur de 2 milliards de francs CFA. Les régions médicales devront disposer de ce matériel dans les 48 heures, selon le directeur de cabinet du ministre de la Santé, le docteur Aloïse Walidjouf. C'est une valeur de près de 2 milliards qui a été livrée. Et aujourd'hui, les régions médicales, d'ici dans les 48 heures, vont disposer de cet équipement. Il s'agit d'équipements de protection individuelle complets. Il s'agit aussi de masques chirurgicaux parce que nous estimons au ministère de la Santé et de l'Action sociale que la question de la protection du personnel de santé est une question fondamentale. C'est la raison pour laquelle je me réjouis au nom de Monsieur le ministre de l'arrivée de ce matériel-là et de sa mise à disposition rapide au personnel de santé. Mais au-delà du personnel qui est au niveau des centres de traitement, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a bien sûr pensé au personnel de santé en général. Parce que aujourd'hui, avec la transmission communautaire, il est démontré que chaque membre du corps de la santé peut recevoir un sujet suspect. C'est la raison pour laquelle notre politique, c'est de faire en sorte que l'ensemble de nos agents de santé, où qu'ils se trouvent dans leur milieu professionnel, puissent être protégés. Maintenant, il est évident que le type de protection ne va pas être le même qu'au niveau des centres de traitement. La sensibilisation dans les ateliers, c'est la stratégie des chambres de métiers de Kaolack. Une trentaine de jeunes formés et déployés dans 1200 ateliers d'artisanat et de couture. La région de Kaolack, vous le savez, qui a enregistré jusque-là 2 cas de Covid+. Ibrahim Djamé et Faligaï. La croisade contre le Covid-19 ne laissera pratiquement aucun atelier de la commune de Kaolack que la Chambre des métiers appuyée par la coopération allemande GIZ a formé une trentaine de jeunes engagés pour des opérations de sensibilisation au niveau de ces ateliers. Donc l'objectif c'est de toucher 1200 ateliers dans la commune de Kaolack par des jeunes que nous avons formés, 30 jeunes qui vont faire des binômes de 15 et qui vont visiter ces 1200 ateliers afin de les sensibiliser sur les gestes barrières, mais aussi de leur remettre symboliquement un kit composé de masques, de lave-mains, de gel et de produits antiseptiques. La sensibilisation certainement va insister encore sur les gestes barrières, à savoir se laver les mains, porter son masque et respecter la distanciation sociale. Dans ce contexte où le port du masque est obligatoire dans certains lieux, les artisans de la commune de Kaolack interpellent les autorités locales pour les commandes et la confection. Dans le cadre de cette action que nous menons, tous les masques ont été confectionnés par des artisans affiliés à la Chambre des métiers. Donc, nous osons espérer que toutes les initiatives au niveau local, à travers nos collectivités territoriales, mais aussi au niveau national, vont toucher nos artisans. Depuis le départ déjà, beaucoup d'ateliers de couture s'étaient lancés dans la confection de masques où le constat est que le port devient de plus en plus généralisé. Merci Ibrahima. Et puis le corona n'est pas forcément un ralentisseur de l'économie dans tous les secteurs. Prenons l'e-commerce par exemple, vous allez le voir, le corona a du bon. Le contexte booste considérablement l'e-commerce et une vraie alternative pour réduire les déplacements. Les Sénégalais s'adonnent de plus en plus à la vente à distance et à la vente en ligne. Les acteurs, quant à eux, se frottent les mains. Mohamed Samb, Youssou Baro.
Service Rapidos, bonjour. Juste un simple coup de fil pour passer sa commande, inutile de se déplacer. Surtout pour éviter les rassemblements dans les marchés dans ce contexte de Covid-19. Beaucoup de consommateurs font leurs courses grâce aux plateformes numériques. On a mis en ligne la plateforme rapidos.sn pour permettre à l'internaute qui entre sur Internet, qui trouve l'URL sur Google ou qui tape directement à la barre d'adresse rapidos.sn pour qu'il puisse entrer directement dans notre plateforme de vente en ligne. Dans la plateforme, on a de multiples supermarchés qui sont dedans, qui se trouvent être nos collaborateurs. Et chaque supermarché a sa vignette et l'internaute a la possibilité de découvrir tous les produits de ce supermarché. Cette nouvelle forme de commerce électronique profite bien aux grandes surfaces, comme le soutient cette gérante de supermarché. Déjà, on interdit les rassemblements. Voilà, si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous passez la commande au niveau de la plateforme de Rapidos et on vous livre. Les prix sont affichés, les produits sont affichés aussi dans la plateforme. Vous passez la commande, on vous livre. Un autre service de livraison qui voit d'ailleurs son pourcentage d'appels téléphoniques passer de 2 à 98% de commandes des clients, c'est comme qui dirait que désormais le e-commerce fait plus que jamais partie du quotidien des Sénégalais. On commence à avoir une nouvelle type de clientèle. Bon, il y a des clients qui ont arrêté effectivement et il y a des nouveaux clients. Il faut savoir qu'aujourd'hui les Sénégalais prennent vraiment en compte qu'est-ce qu'un service de livraison, c'est-à-dire on ne l'appelle plus que pour l'urgence, mais ça fait partie du quotidien. Quand on va faire ses courses maintenant, on va appeler un service de livraison, on ne va plus se déplacer. On n'appellera plus un service de livraison parce qu'on a oublié une clé à la maison, mais vraiment dans ce qu'on va dire le quotidien. Beaucoup de consommateurs ignoraient l'importance des services de livraison, mais avec le Covid-19, les comportements ont relativement changé, avec une possibilité de faire ses courses en ligne pour éviter les rassemblements et les longues files devant les marchés. Magnifique reportage, merci beaucoup Mohamed. Ballon d'oxygène pour le pôle touristique du Sine Saloum. Les acteurs et entreprises du pôle affectés par la pandémie vont recevoir 4 milliards de francs CFA, une somme qui va provenir du fonds de crédit hôtelier et touristique. Le ministre de tutelle a fait l'annonce hier en visioconférence. Une bonne nouvelle pour les acteurs. Ibrahima Barrow est le président du syndicat d'initiative et de promotion touristique du Sine Saloum. En tant qu'acteur, en tant qu'opérateur, nous devons tous serrer la ceinture pour arriver donc à faire cet argent qui sera mis à notre disposition, soit mis dans des conditions beaucoup plus abordables pour nous permettre d'abord, parce que le problème n'est pas encore fini, nous sommes toujours dans la lutte contre le Covid-19, mais aussi il faudra aussi préparer demain, parce que demain il va y avoir la relance du tourisme. Donc il faut garder l'outil de travail pour le capital humain. Et donc c'est là où nous sommes en phase avec l'État du Sénégal quand il nous demande de pouvoir garder le personnel et les payer au minimum jusqu'à hauteur de 70%. Nous sommes vraiment en phase avec. Et ça va nous permettre également de pouvoir maintenir les établissements en état et pour que demain nous puissions ensemble et donc faire la relance du tourisme. Issa Barrow, interrogé par notre équipe à Fatick. Autre secteur qui s'enfonce dans la crise, l'artisanat. Illustration au marché d'art de Kermel. Depuis le début de la crise provoquée par la pandémie, l'oisiveté frappe considérablement les fabricants et marchands d'objets d'art. Reportage Pape Faraning et Youssou Barrow. Des cantines fermées, les allées désertes et le décor du marché des arts de Kermel de Dakar à cause du Covid-19. Les artisans souffrent depuis la fermeture des frontières. Bon, la situation actuellement est vraiment c'est terrible. Depuis que la pandémie est venue, vraiment c'est la galère. C'est la galère. Nous sommes des marchands d'objets d'art. On est ici au marché Kermel. Alors, qui dit marchand d'objets d'art dit tourisme. Si le tourisme est malade, l'artisanat devient pauvre. Parce que 92% de nos clients, c'est des Européens. Il n'y a plus d'Européens. Au grosso modo, il n'y a plus de touristes. C'est parce que pour le transport, le problème là, même chose. Ça ne dépasse pas plus de 4 personnes qui viennent en ville.
Parce que nous devons venir ici et de dire ce que nous ressentons dans les maisons. Les rares artisans présents sur les lieux sont là non pas pour espérer vendre quelque chose, mais seulement pour l'entretien des objets. Et peu de gens que vous voyez ici, c'est des gens qui viennent juste pour nettoyer leurs objets. Et d'autres n'ont pas, par exemple, ils ne peuvent pas rester chez eux et voir leur famille comme ça, rien faire. Donc ils sont obligés de venir au marché, déambuler un peu et de rentrer chez eux. Dans la semaine, je travaille que 3 jours. Parce que je suis un père de famille. J'ouvre ma boutique, mais je sais qu'en allant au boulot, je ne vois personne. Et je ne peux pas rester à la maison croiser les bras. Beaucoup d'entre eux sont originaires de l'intérieur du pays à cause de la crise sanitaire qui a impacté leur secteur. Ils n'arrivent plus à payer le loyer. Moi, je viens des régions et actuellement, je ne peux plus retourner chez moi. Et je dois payer le loyer. Vraiment, c'est difficile. Nous payons difficilement les patentes et autres taxes. Parfois, je négocie avec l'agent car nous ne vendons rien depuis quelque temps. Vraiment, nous avons besoin d'aide. L'artisanat reste l'un des secteurs les plus touchés par le coronavirus. Conséquence, les vendeuses d'objets d'art au marché Kermel de Dakar sont dans l'incertitude. Ils attendent leur part du fonds Force Covid-19. Merci Pape Farah. Et puis cette information que nous venons de recevoir, reprise de l'école le 2 juin 2020. Le Conseil des ministres a arrêté la date de reprise des cours à compter du 2 juin 2020 pour les élèves en classe d'examen. S'agissant de l'enseignement supérieur, le Conseil a recommandé aux académies de réfléchir sur les modalités de reprise globale des enseignements dans la période du 2 et le 14 juin 2020. Pas d'année blanche, c'est le souhait des acteurs de l'éducation, mais il faut communiquer avec toutes les parties prenantes si le ministère veut sauver l'année, déclare l'inspecteur de l'éducation Alioune Ndiaye. Selon lui, la reprise des cours est toujours possible, mais les autorités devront tenir compte de certaines contraintes. Alioune Ndiaye est interrogé par Mohamed Samb. Ça, c'est le souhait de tout le monde. Moi qui suis parent d'élèves, je ne souhaite pas une année blanche pour mes enfants. Je ne souhaite pas une année blanche pour mon pays. Et aujourd'hui, toute l'humanité est en train de se battre pour sauver véritablement la scolarité de nos enfants. Il faudrait qu'on réfléchisse ensemble comment véritablement trouver des stratégies pour permettre à ces élèves-là, non seulement ceux qui sont au niveau des classes d'examen, mais ceux qui sont même aussi au niveau des classes intermédiaires, parce que c'est une sommation. Au niveau de chaque étape, il y a des acquisitions, il y a des compétences à installer. La reprise des cours, elle est toujours envisageable. Dans un premier temps, moi je suis bien l'actualité. Les fêtes ont été anticipées. Et on avait dit qu'on devait reprendre logiquement le 6 avril. Mais aujourd'hui, nous avons fait une projection pour dire que on va reprendre le 4. Mais avant le 4 aussi, il faudrait qu'on intègre d'autres éléments qui sont là, d'autres paradigmes, avant de prendre une autre décision. Je pense qu'il faudrait qu'on invite tous les acteurs, il faudrait qu'on écoute tout le monde, avant véritablement de dire que, voilà, nous allons décréter tout de suite la reprise des cours. Et retenez l'information, reprise de l'école pour les élèves en classe d'examen le 2 juin prochain. Information émanant du Conseil des ministres. Et puis cette information, drogue saisie, 5 tonnes de hashish saisies par la marine au large de Dakar. La marine sénégalaise a raisonné un voilier dénommé Aîné transportant une quantité de 5145 kg de hashish dans la nuit du 27 au 28 avril 2020 au large de Dakar, comme vous le voyez sur ces images. Selon un communiqué de la direction des relations publiques de l'armée, l'embarcation a été arraisonnée à 3h30 du matin par la patrouille de la marine nationale Fouladou. Le voilier et les 3 membres d'équipage trouvés à bord ont été acheminés au port militaire de la base navale de Dakar. Ces 3 personnes ont été mises à la disposition de la police scientifique, de l'Office central de répression des trafics illicites de stupéfiants et des douanes en présence de la gendarmerie nationale pour les besoins de suivi d'enquête. 59 kg de chanvre indien saisis également par la gendarmerie de Kolda. Là aussi, c'est du chanvre indien et du hashish, suivant les explications du capitaine Moudisso, commandant de la gendarmerie territoriale de Kolda.
des éléments de la brigade territoriale de Kolda qui étaient en mission de sécurisation le long de la frontière. C'est ainsi que l'équipe qui tenait la piste de contournement a buté sur un motocycliste très tôt le matin. Et le motocycliste a pu échapper à leur contrôle, mais la saisie de la moto et la fouille a permis de faire un certain nombre de saisies, à savoir 5 boulettes de hachis et 59 kg de chanvre indien. Et pour illustrer un peu nos actions dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus au cours de ces dernières 4 semaines, et au cours des différentes sorties des éléments de la brigade de la compagnie territoriale de Kolda, 430 personnes ont été interpellées et 188 véhicules immobilisés, 241 motos immobilisées, 27 vélos immobilisés, 85 personnes refoulées à la frontière, 1357 infractions ont été relevées. Et en 4 semaines, on a perçu 7 173 000 francs CFA d'amende forfaitaire. Et puis sur l'international, la Mauritanie a enregistré un nouveau cas de coronavirus après plusieurs jours sans cas positif au corona. La Mauritanie a enregistré un nouveau malade depuis hier. L'annonce a été faite par le directeur de la santé publique, Sidi Mohamed Ould Zaaf. Le cas positif est une ressortissante sénégalaise âgée d'une 60aine d'années et qui habite au quartier PK10. Et on apprend également qu'un Sénégalais a été testé positif en Gambie. Selon le ministère gambien de la Santé, notre compatriote était suivi après son retour d'un récent séjour ici au Sénégal. Sur l'international toujours, nous allons au Mali, au Tchad et en Côte d'Ivoire où le tribunal correctionnel d'Abidjan a condamné l'ancien président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro à 20 ans de prison ferme. Une affaire qui fait beaucoup de bruit là-bas à Abidjan. Daniel Diouf. L'ancien président de l'Assemblée nationale et ancien Premier ministre ivoirien candidat à la présidentielle d'octobre 2020 a été condamné mardi à 20 ans de prison. 2 chefs d'accusation contre Guillaume Soro, recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Le verdict a été prononcé par le tribunal correctionnel d'Abidjan au terme d'une audience boycottée par ses avocats. Guillaume Soro est accusé d'avoir acheté en 2007 sa résidence d'Abidjan avec des fonds publics. Un nouveau mandat d'arrêt a été émis à son encontre. Il pourrait se voir interdit de se présenter à la présidentielle d'octobre prochain. Le Tchad a aboli mardi la peine de mort pour les actes de terrorisme, annulant une exception qui était dans les livres depuis 4 ans. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP le ministre de la Justice. Le pays avait adopté une loi en 2016 pour abolir la peine capitale, mais avait fait une exception pour les auteurs d'actes de terrorisme. La loi entrera en vigueur une fois approuvée par le président Idriss Déby Itno, dont le parti jouit d'une énorme majorité au Parlement. Enfin, au Mali, un incendie détruit un camp de déplacés, tous des Maliens. Les déplacés ont été contraints de fuir alors que le sinistre ravageait leur camp de fortune dans la capitale, Bamako, détruisant des tentes et réduisant la terre en cendres. Aucun mort enregistré. Le camp abritait plus de 1000 personnes dont la plupart avaient fui la violence dans le centre du pays. Les responsables ont déclaré qu'ils n'étaient pas encore sûrs de l'origine de l'incendie. Les autorités ont promis de trouver un autre endroit aux sinistrés. Merci Daniel, c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent, dans un instant vous retrouvez les 5 minutes de Sas Pape Anne, célébrité et religion, et un peu plus tard, quartier général comme tous les soirs du mois de Ramadan sur TFM. Excellente suite des programmes.